Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va discuter de tout ce qui concerne les publications, les communications. Lorsqu'on arrive en doctorat, on n'est pas formé forcément assez pratique et j'ai énormément de questions là-dessus au quotidien, donc j'ai envie de prendre le temps aujourd'hui de vous expliquer les bases, de vous montrer en fait comment on fait pour repérer des appels, quel est le vocabulaire à acquérir, quelles sont les pratiques, comment on fait et comment on passe à l'action surtout. Juste avant de démarrer, je voudrais prendre le temps de vous dire, à vous qui êtes abonnés à cette chaîne, j'ai été assez peu présente sur la chaîne YouTube ces dernières semaines, tout simplement parce que j'ai de plus en plus de rendez-vous avec des personnes que j'accompagne, et aussi parce que j'ai mis des choses en place, des nouvelles choses, notamment la newsletter des doctorants qui souhaitent devenir acteurs de leur réussite en doctorat. Donc tous les mardis soirs, je vous envoie un mail avec des conseils, avec des partages de réflexions, etc. Donc si vous souhaitez vous inscrire, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous recevrez la newsletter à partir de mardi prochain. Voilà, alors on va démarrer directement par rapport aux publications. Donc vous savez qu'en doctorat il est obligatoire de publier, de communiquer. Le problème c'est que les écoles doctorales ne nous forment pas toujours à ces pratiques. C'est très rare d'apprendre finalement comment publier, comment communiquer et même comment faire des recherches de financement quand on est en master de recherche, et c'est très problématique évidemment, et c'est pour ça que je prends le temps aujourd'hui de faire une vidéo, histoire de vous montrer, de répondre à des questions très courantes que je peux moi rencontrer au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer et publier en doctorat? Est-ce qu'il faut écrire un article et ensuite l'envoyer, ou est-ce qu'il faut répondre à des offres? Qu'est-ce qu'une offre? Qu'est-ce qu'un appel à contribution? Où trouver ces appels à contribution? Comment faire une veille sur les appels à contribution? Et puis comment passer à l'action en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois souvent des doctorants qui, une fois qu'ils ont trouvé un appel qui les intéresse, finalement se rendent compte qu'ils sont un peu tétanisés à l'idée de postuler parce qu'ils comprennent pas forcément exactement quelles sont les attentes, ils comprennent pas le fonctionnement en fait. Donc aujourd'hui je vous explique tout ça et je vous montrerai. Donc première partie, je vous explique tout ce qui concerne les usages, tout ce qui concerne tout ce qu'il faut savoir sur les publications, et dans une deuxième partie je vous montre sur mon ordi comment on fait et je réponds à toutes les questions qui me sont les plus souvent posées en fait. Alors la première chose à savoir lorsqu'on démarre, c'est par où commencer. Le plus simple au début, c'est de repérer ce qu'on appelle les appels à contribution. Les appels à contribution, ça peut être des appels à communication ou des appels à publication. Les premiers, donc les appels à communication, vous offrent la possibilité de participer à un congrès, un colloque ou bien une journée d'études en tant que speaker, c'est-à-dire en tant que conférencier. Les congrès, les journées d'études, les colloques, ce sont des événements scientifiques qui sont organisés dans les laboratoires par les chercheurs, parfois en partenariat avec des institutions extérieures, et qui permettent tout simplement de se réunir pour discuter d'une question dont on est l'expert ou le spécialiste. Donc vous, votre objectif en tant que jeune chercheur, c'est d'intégrer en fait ces colloques, ces événements scientifiques pour aller discuter de votre sujet de recherche comme un chercheur qui partage ses résultats, et donc il faut repérer des appels à communication pour ce faire. Les appels à publication, c'est un petit peu différent, il s'agit d'offres qui vous permettent de proposer une publication dans une revue scientifique. Donc là, il s'agit en fait de répondre à une offre qui a été créée par une équipe de recherche qui souhaite, c'est une équipe de chercheurs qui souhaite réunir plusieurs publications sur une thématique ou une question donnée. Là, si vous entrez dans les cases, c'est-à-dire si le sujet vous parle et qu'il s'agit d'un sujet dont vous pouvez parler en tant qu'expert, eh bien, on attend de vous que vous alliez proposer quelque chose pour vous faire connaître et faire connaître votre travail, les résultats que vous avez pu déjà obtenir pendant le doctorat. Dès la première année, vous pouvez tout à fait aller communiquer et publier. En tant que communicant, je vous conseille de démarrer sur une journée d'études parce que c'est ce qu'il y a de plus modeste, entre guillemets. Un colloque, c'est un petit peu plus spécialisé, puis un congrès, c'est souvent des gros événements annuels où il est un peu plus difficile de trouver sa place lorsqu'on est tout jeune chercheur. Une journée d'études, c'est bien, ça vous permet de démarrer, ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe, et c'est souvent sans prétention, c'est souvent à l'échelle d'un laboratoire, donc il n'y a pas grand monde, et c'est là qu'on peut souvent aller faire ses premières armes, donc je vous encourage vraiment à aller repérer tout ça. Alors vous allez voir, il y a des appels à contribution qui parfois vous offrent la possibilité d'aller communiquer lors d'une journée d'études ou un colloque, et qui en plus précisent qu'à la clé, il y a une publication. Ça veut dire que vous allez pouvoir à la fois communiquer, et après le jour
du colloque, le comité d'organisation va retenir soit l'ensemble des communications pour les publier dans une revue, soit en ligne, soit en papier, soit il y aura une sélection parmi les meilleurs et ça vous permet forcément d'obtenir une publication, ce qui est un peu le Graal hein, quand on est chercheur. Votre but c'est vraiment de le faire aussi le plus tôt possible. En tant que jeune chercheur, c'est très important de publier, même dès la première année, c'est possible, ne serait-ce que, pourquoi pas, sur le sujet que vous avez traité en master, sur le mémoire. Hein, ça peut être intéressant de prendre une partie du mémoire et d'en faire un article scientifique. Pareil, pour faire vos premières armes et commencer comme ça à vous familiariser avec ces pratiques. Alors la grande majorité des appels à contribution sont sélectifs. Ça veut dire que tout le monde ne va pas être retenu. Donc c'est pour cette raison que les offres vous demandent le plus souvent d'envoyer ce qu'on appelle un abstract. C'est un résumé de la proposition que vous faites. Donc le but c'est vraiment pas d'écrire tout l'article ou toute la communication en amont sans savoir si vous allez être retenu, c'est vraiment simplement d'envoyer un résumé pour éviter de perdre du temps et c'est sur cette base que vous allez être sélectionné ou non. Et c'est ensuite, si vous êtes sélectionné, que vous allez pouvoir vraiment préparer la communication ou la publication. Donc ça répond en partie à la question est-ce qu'il faut écrire un article et ensuite le proposer ou est-ce qu'il vaut mieux chercher des offres ? Personnellement, je vous conseille en tant que jeune chercheur en début de carrière plutôt de répondre à des offres. Tout simplement parce que autrement, vous allez écrire des articles, c'est très long, hein, c'est très difficile d'écrire un article. Quand on n'a jamais écrit d'article, en plus on ne connaît pas vraiment les règles qui sont d'usage en recherche, donc on risque finalement de faire quelque chose de pas très bon, entre guillemets, hein, c'est pas dans le sens réducteur, hein, c'est vraiment simplement, objectivement, vous allez voir que quand vous allez répondre à des offres et que vous allez publier pour la première fois, on va vous faire des corrections, des retours qui vont être en général assez conséquents. On ne se rend pas compte quand on est jeune chercheur à quel point on a du travail à faire hein, sur la rédaction. La rédaction scientifique, j'entends, c'est un apprentissage, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer avant de réussir à faire quelque chose de vraiment bon d'un premier jet. Donc voilà, je vous conseille d'éviter de décrire un article qui va être très long, qui va pas forcément respecter le bon format et qu'il va falloir ensuite faire passer dans une revue, alors que les revues ont des lignes éditoriales puis des programmes qui sont établis plus d'un an à l'avance, hein, donc franchement ça va être très compliqué pour vous ensuite de caser votre article. Donc commencez par repérer des offres, je vais vous montrer bien sûr comment on fait, et par répondre à des offres. Comme ça vous allez apprendre à écrire, et puis vous allez apprendre en fait comment ça fonctionne, comment ça se déroule, quel temps ça prend, tout ça vous allez l'apprendre tranquillement en répondant à une offre qui va être déjà cadrée au départ, et qui va vous permettre en fait de travailler efficacement tout de suite. Alors combien de temps ça prend justement alors la durée entre le moment où vous allez répondre à un appel à communication et le moment où vous allez parler dans un colloque, faut compter 3 à 6 mois en moyenne. C'est relativement court, mais enfin ça vous laisse quand même le temps d'écrire, ça vous laisse le temps de préparer. Si vous faites une bonne veille sur les offres, normalement vous avez du temps pour vous organiser et pour écrire, pour préparer votre communication. Pour les publications, c'est beaucoup plus long. Entre le moment où vous allez répondre à un appel à publication et le moment où vous allez tenir dans votre main le document papier, il peut se passer entre 1 an et 3 ans, on va dire, parfois c'est pire. Il faut comprendre, pour faire très simple, hein, pour vulgariser un peu, que plus c'est long, plus c'est prestigieux en général, tout simplement parce que une publication sur internet par exemple, bon c'est facile à faire, c'est souvent publié sur un blog, il n'y a pas trop de sélection, et donc voilà, ça va être souvent les actes de colloque, ce qu'on appelle les actes, c'est le résumé de ce qui a été dit ce jour-là qui permettra justement à d'autres chercheurs de trouver des informations sur la journée. Donc ça c'est hyper rapide, en général c'est fait dans les 6 mois. Par contre, lorsqu'on entre sur du format papier, là c'est beaucoup plus compliqué. Les publications les plus longues à sortir, ce sont les publications dans des revues à comité de lecture. Un comité de lecture en fait c'est un comité, un comité donc composé de différents membres, entre 3 et 4 en général, parfois plus, en fait chaque membre va relire toutes les publications de la revue ou de l'ouvrage, du livre dans lequel on va sortir un chapitre. Donc quand vous allez envoyer votre publication,
En fait, chaque membre va relire et va apporter ses corrections et ses suggestions, si vous voulez. C'est pas seulement des corrections orthographiques, hein, il y a des vraies suggestions. Attention, là il va manquer une référence, vous n'avez pas lu tel auteur, donc il faudrait lire tel auteur et ensuite retoucher l'article. Ce qui fait que vraiment parfois, et souvent en début de carrière, c'est très long. Et tant que tous les articles ne sont pas parfaitement rédigés, sourcés, référencés, etc., ben tout est bloqué. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, faut compter, en général il y a, je sais pas, entre 5 et 10 chercheurs qui vont publier dans un seul volume. Donc vous voyez un peu le travail, c'est très lourd pour le comité, c'est très lourd aussi pour vous lorsque vous publiez. Et forcément c'est très long parce qu'il y a aussi tout l'aspect travail avec les maisons d'édition, impression, enfin voilà, c'est souvent très long franchement. Donc pareil, prenez-y vous très vite pour commencer, parce que voilà, même si vous avez l'impression de ne pas avoir encore assez de résultats à publier, à présenter, en réalité vous avez vraiment toujours quelque chose à sortir, c'est possible. Et le but, c'est vraiment d'enrichir votre CV le plus tôt possible et d'accumuler un maximum de publications dès le doctorat. C'est obligatoire d'en avoir au moins une, parfois deux, selon les écoles doctorales, mais franchement, évitez de vous en tenir à ça. Si vous pouvez sortir du doctorat avec 4, 5, 6 publications, bah, ce sera forcément beaucoup mieux pour vous si vous voulez un postdoc après ou passer le concours de maître de conférence. Donc voilà, c'était des choses un peu générales que je vous donne. Pour les sciences humaines et sociales, c'est simple, vous avez Calenda qui est votre meilleur ami, c'est juste votre meilleur ami, Calenda. C'est le calendrier des sciences humaines et sociales. Donc vous avez tout sur Calenda, c'est quelque chose que vous devez mettre dans vos favoris et que vous devez aller consulter toutes les semaines dès que possible en fait. Si vous ne connaissez pas, c'est sûrement que vous venez de démarrer en doctorat. Si vous êtes en deuxième, troisième année et que vous ne connaissez pas Calenda, et bien dans ce cas-là, allez voir très vite Calenda parce que c'est vraiment un incontournable pour vous en fait. Alors vous allez voir que la plateforme elle référence tous les événements scientifiques qui sont organisés dans les disciplines des sciences humaines et sociales, hein, donc toutes. Vous avez autant la littérature que la philosophie, que le droit, que parfois des sciences de gestion, sciences de l'éducation, études de genre, tout est sur Calenda en fait. Ça vous permet de vous tenir à jour de l'actualité scientifique. Vous pouvez aller vous-même en tant qu'auditeur sur n'importe quel colloque dans d'autres laboratoires que chez vous. Donc allez-y si vous souhaitez déjà voir comment ça se déroule. Si vous n'êtes jamais allé à un colloque ou à une journée d'études, commencez peut-être par là. Et puis lorsque vous vous sentirez prêt, eh bien vous allez pouvoir commencer à envisager de devenir speaker. Alors très rapidement, pour les autres, moi je vais surtout vous montrer un exemple via Calenda parce que c'est vraiment un incontournable, mais il y en a d'autres. Vous pouvez repérer assez facilement des plateformes qui vont relayer tous les appels dans votre discipline. Calenda c'est interdisciplinaire, mais chaque discipline a ses petites adresses. Vous pouvez aller sur Fabula si vous êtes en littérature. Il y a aussi liens sociaux pour les études de sciences de l'éducation. Enfin bref, vous pouvez aller sur Google et vous tapez appel à contribution droit, appel à contribution sciences de gestion. Et vous allez repérer comme ça, il y a des blogs, il y a des assos, il y a des lieux sur internet où on essaie de faire des relais assez efficaces. Voilà, moi mon préféré c'est Armacad, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, armacad.info, c'est génial. Moi j'adore aller sur Armacad, vous allez découvrir une plateforme qui référence tous les événements scientifiques, académiques, pas seulement d'ailleurs, c'est aussi les summer schools, c'est aussi les appels à financement, les appels d'offres, les prix, tout dans le monde entier et dans toutes les disciplines. Donc pas que en sciences humaines et sociales, hein, dans toutes les disciplines. Allez voir sur armacad.info, c'est vraiment l'endroit incontournable à mon avis. J'ai découvert ça un jour par hasard il y a quelques années et franchement je recommande, c'est génial. Et vous allez voir que sur la plupart de ces plateformes, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une veille sur les offres. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer un compte et paramétrer ce qui vous intéresse avec des mots-clés. Par exemple sur Armacad, vous allez pouvoir faire ça très précisément. Vous mettez les mots-clés qui vous intéressent, qui sont évidemment en rapport avec votre sujet d'expertise, votre discipline et le type d'offre que vous cherchez. Est-ce que vous voulez que des offres d'appel à publication? Est-ce que vous voulez que des appels d'offres de financement?
voilà, est-ce que vous voulez tout? Dans ce cas-là, vous allez paramétrer et chaque semaine, Artmarket va vous envoyer directement par mail toutes les offres qui vous concernent vous directement. C'est absolument dingue, moi je trouve ça génial, ça permet de faire une veille, ça vous évite d'aller tout le temps vous sur les sites toutes les semaines, un site à la fois, regarder ce qui se passe. C'est quand même super de pouvoir checker très vite dans le mail ce qui peut nous intéresser ou pas en fait. Franchement, allez faire un tour sur ces sites et vous m'en direz des nouvelles. Alors d'abord, faisons un petit tour d'horizon sur Calenda. En page d'accueil, vous avez les dernières offres qui ont été publiées par les équipes qui organisent des événements en ce moment, donc vous pouvez consulter cette page régulièrement pour avoir une idée de l'actualité de la recherche dans votre discipline, mais aussi dans les autres disciplines. À savoir que vous pouvez postuler à une offre, par exemple en sciences de l'éducation, même si votre sujet de recherche s'inscrit dans les études de genre. Si la thématique le permet, c'est complètement possible, donc surtout ne vous arrêtez pas à ça. Alors ensuite, je vous suggère d'aller chercher dans les 52 000 événements. Alors évidemment, ce sont des événements présents, mais aussi passés, hein, donc il n'y a pas 52 000 événements là en ce moment. En tête de liste ici, vous avez les appels à contribution hein, qui nous intéressent ici. Les autres catégories vous permettent simplement de repérer l'annonce d'événements scientifiques auxquels vous allez pouvoir vous rendre en tant qu'auditeur par exemple. Donc, on va passer à la recherche par mots-clés. Moi je vais taper les mots-clés culture, art et littérature. Ce sont des mots-clés très larges, hein, c'est simplement pour prendre un exemple. Donc il y a une série d'offres qui apparaît, on va prendre le résultat qui apparaît ici. Donc là vous voyez, c'est un appel à communication. Donc ici on a un résumé qui est très clair, très succinct. Ça nous permet en fait, quand on voit le titre, parfois on a l'impression que ça pourrait fonctionner avec notre sujet, puis quand on lit le résumé on se rend compte que pas forcément, et donc ça sert à rien de lire tout l'argumentaire. Ensuite vous voyez il y a un argumentaire. Donc l'argumentaire ici il comprend des axes. C'est de plus en plus courant. À présent les équipes prévoient des axes. C'est en fait le programme de l'événement, ce sont les angles d'attaque qui sont possibles pour cadrer votre soumission. Au-delà de la thématique de la journée, les axes vont vous permettre de visualiser les différentes facettes du sujet tel qu'il sera abordé le jour de l'événement. Alors les modalités, c'est ce qui suscite vraiment le plus de questions chez vous, donc je vais en venir directement aux modalités, ça sert à rien de s'attarder sur cet appel en particulier. Alors on va analyser les données hein, qui sont ici sur cet appel. Donc il est indiqué d'abord que les propositions de communication vont comporter un titre, un résumé et l'intitulé de l'axe dans lequel s'inscrit la proposition avec une biographie succincte de l'auteur ou de l'autrice. Voilà, donc ça, rien que ça, souvent, ça pose beaucoup de questions. En réalité, c'est relativement simple, hein. Les propositions de communication, ce sont des abstracts, donc il s'agit d'un résumé de la communication que vous proposez de faire le jour de l'événement. Et donc ici, l'équipe vous demande de structurer votre document avec d'abord un titre. Donc le titre, vous allez vraiment le travailler pour le rendre à la fois compréhensible, complet et succinct. Vous allez éviter les titres très longs, très complexes, les titres à rallonge qui font 2-3 lignes, essayez vraiment de faire court. Votre titre doit être impactant, doit être convaincant et intelligible à la première lecture, donc faites attention surtout à être bien clair. Ensuite, on vous invite à rédiger un résumé de 300 à 500 mots. Souvent, vous allez voir que les équipes précisent plutôt le nombre de signes. Alors, ça va être 4000 signes, espace compris ou espace non compris. Alors là, souvent, vous êtes un peu perdu. Je vous montre rapidement sur Word comment vous pouvez gérer ça. Alors vous voyez là j'ai préparé cette vidéo, j'ai préparé tout le script avec Word, donc j'en profite pour vous montrer comment vous faites pour compter les mots, sans avoir à les compter évidemment vous-même, pour ceux qui ne savent pas, et aussi je vous montre pour les signes, souvent c'est pénible. Vous sélectionnez une partie du texte, là j'ai sélectionné 2 pages, vous voyez qu'ici en bas, Word m'indique qu'il y a 659 mots dans la sélection, hein, donc il suffit de cliquer et là vous allez voir apparaître tout ce qui concerne les caractères, donc c'est les signes, hein. Signes et caractères c'est pareil, si vous voyez sur l'appel que c'est indiqué, voilà, il faut 3000 signes ou 4000 signes, espace compris ou non compris, l'information est ici, dans Word. Donc vous avez vu, hein, j'ai sélectionné 2 pages de Word, ça représentait plus de 600 mots, donc un résumé de 300 à 500 mots, ça va représenter une page et demie. Voilà, ne vous prenez pas trop la tête et essayez d'écrire tout simplement, avec des mots très simples, ce que vous souhaitez faire le jour de la communication. Voilà. Ensuite, donc, il vous indique d'écrire l'intitulé de l'axe dans lequel s'inscrit votre proposition. Donc, c'est l'un des axes exposés dans l'argumentaire.
Une biographie succincte de l'auteur ou de l'autrice indiquant le statut et les informations institutionnelles. Alors là, pour vous donner un exemple, je vais vous indiquer directement ce que j'écrivais moi lorsque j'étais doctorante pour que vous puissiez faire une simple transposition. Alors, vous devez utiliser la troisième personne du singulier parce qu'en fait, cette biographie, ils vont la copier-coller directement sur le programme de la journée d'études ou du colloque et parfois aussi dans la présentation des auteurs de la publication. Donc, en ce qui me concerne, ce serait Erika Dupont et doctorante au laboratoire IRIS de l'Université de Lille, UMR CNRS 8529. Ce sont tout simplement les informations institutionnelles, votre statut, vous êtes doctorant, le laboratoire auquel vous êtes rattaché, donc c'est assez facile. L'UMR, il vous suffit d'aller voir sur le site du laboratoire pour le trouver, c'est très simple. Ensuite, vous allez présenter le sujet de votre thèse et mentionner si cette thèse est financée. Donc, en ce qui me concerne, ça donnait sa thèse financée par l'université de Yale, porte sur les relations artistiques franco-britanniques durant l'entre-deux-guerres. Et ensuite, vous pouvez ajouter des choses qui peuvent être utiles. Par exemple, si vous enseignez, c'est très bien de le mentionner. Elle enseigne depuis 2 ans à l'université de Lille et représente les doctorants au conseil du laboratoire parce que j'avais cette responsabilité à l'époque et vous pouvez voir si de votre côté il y a des choses que vous pouvez intégrer. Votre biographie, elle est assez courte, hein. Franchement, faites pas 10-12 lignes, essayez de faire court. De toute façon, si vous êtes jeune chercheur, il n'y a pas forcément grand chose de plus à ajouter. Mettez les informations importantes, c'est comme un mini CV, c'est important pour les personnes qui reçoivent votre proposition puis qui ont besoin de savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez et où est-ce que vous en êtes dans votre parcours en fait. Voilà. Donc ouais, il est indiqué que vous devez faire parvenir par mail au format PDF et DocX. C'est hyper important parce que le PDF va leur permettre de faire des impressions en top qualité et le DocX va leur permettre de retoucher directement votre document. Donc c'est très important pour eux. Faites attention de ne pas oublier ça. Et tant que j'y suis, je vous conseille aussi de toujours nommer vos fichiers selon ce modèle. Vous voyez, vous allez mettre en majuscule nom, tiré du bas prénom, tiré du bas type de document. Donc ici, mon abstract à moi, je l'enverrai sous le nom Dupont en majuscule, Erika, abstract. Quand un CV est demandé, moi je l'appelle toujours Dupont Erika CV. C'est important parce que c'est d'usage en fait à l'université, les chercheurs confirmés fonctionnent de cette façon-là. Ça permet tout simplement d'avoir des documents qui vont être faciles à trier, faciles à retrouver. Imaginez-vous que l'équipe va recevoir parfois 20, 30, 50 propositions et qu'ont besoin de trouver très facilement les fichiers. Donc utiliser ce modèle vous permettra d'être dans les clous par rapport à ça. Alors, vous voyez en bas, il est indiqué qu'une sélection de textes fera l'objet d'une publication dans un ouvrage collectif. Alors là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, très intéressant pour vous, puisque vous allez pouvoir faire un coup double, vous allez avoir à la fois une communication, si vous êtes retenu, mais aussi, il y a une publication à la clé. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que vous voyez, là, vous avez un comité scientifique. Donc vous savez que ce sera dans une revue à comité de lecture. D'ailleurs, il y a une sélection, ce sont les meilleures communications qui seront retenues pour être publiées. Donc vous ne savez pas d'avance si vous serez publié, mais en tout cas ça vous pousse à faire une bonne communication et à très très bien préparer ce travail pour le jour J. C'est hyper intéressant, c'est un très très bel appel qu'on a ici. Et puis si votre proposition est retenue, n'oubliez pas de faire une demande auprès de l'équipe organisatrice pour qu'elle vous paye et vous rembourse au moins le billet de train, voire la nuit d'hôtel si vous avez un déplacement important à faire. Là par exemple, on voit bien que c'est un gros événement, il y a un comité d'organisation, il y a un comité scientifique, il y a certainement un beau budget, une belle enveloppe pour cet événement. Donc posez la question et si la réponse est négative, tournez-vous vers votre laboratoire de recherche et votre école doctorale, les deux peuvent éventuellement vous financer le billet de train et la nuit d'hôtel pour faire ce déplacement. Même si vous êtes financé, que vous êtes sous contrat doctoral, etc., vous pouvez faire la demande. Et vraiment, je vous conseille de ne prendre à votre charge ces frais qu'en dernier recours. Si vraiment vous avez envie d'aller à ce colloque et que vraiment personne ne peut vous payer le billet de train, à ce moment-là, vous pouvez envisager de le payer, mais sollicitez bien tout le monde d'abord, parce que c'est d'usage, c'est ce que font les chercheurs qui sont en poste, donc faites-le également, c'est très important. Alors un dernier petit conseil peut-être, vous me demandez souvent quoi mettre dans le corps du mail. C'est bien quand on a préparé son abstract et que tout est prêt, il reste encore à envoyer le mail. Alors je sais que parfois ça vous stresse, je vous ai préparé donc un petit modèle ici. Vous pouvez indiquer tout simplement « Cher comité d'organisation »
ou ici mesdames, puisque c'est un comité exclusivement composé de femmes. Évidemment, vous pouvez indiquer cher monsieur, chère madame, dans le cas où c'est un comité mixte. Donc je vous prie de trouver ci-joint les documents relatifs à ma proposition de communication au colloque que vous organisez. Indiquer le nom de l'événement, c'est bien parce que parfois les chercheurs sont sur plusieurs événements, hein, ils organisent plusieurs choses en même temps, donc au moins il n'y a pas de confusion. Je vous en souhaite bonne réception, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. D'avance, je vous remercie pour l'intérêt que vous porterez à ma proposition, très cordialement. Votre prénom et votre nom. Vous pouvez ajouter à la fin, sous votre nom et prénom, doctorant à tel laboratoire par exemple. C'est tout à fait possible. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair, que ça va vous donner vraiment des idées et que ça va vous permettre d'y aller avec peut-être un peu plus d'assurance que si on vous avait pas montré ça. S'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu, bien sûr, posez vos questions en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez retrouver des conseils toutes les semaines dans votre boîte mail. Je mets le lien dans la description. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Salut!